Très heureux de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire après quelques semaines de pause. Bonne et heureuse année à chacun et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 19 janvier 2025. Au 31 décembre 2024, vous pouvez dire merde au poulet congelé importé, ça ne viendra plus. Et nous allons faire nos fêtes avec nos propres poulets, nos pintades, nos canards, ce que nous avons élevé nous-mêmes avec notre propre maïs. Ainsi, par là, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le 18 avril 2023, rendant ainsi officielle la décision du gouvernement interdisant l'importation de la volaille sur le territoire béninois. Alors, où en est-on à cette date? Si la mesure est effective, que va-t-elle changer dans la filière avicole au Bénin? Nous allons le savoir avec Bonaventure Camille Azourou, il est conseiller en élevage. Nous parlerons également sécurité avec la menace et enjeux sécuritaires dans la région, les origines, l'évolution et les implications du terrorisme dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Au cœur des analyses sur cette émission, comment peut-on expliquer la dernière attaque dont le Bénin a été victime? Quelles sont les solutions pour les États africains pour venir à bout de cette menace? Serge Daniel nous le dira, donc il nous fera sa lecture donc de cette actualité. Il est le correspondant régional de RFI en Afrique de l'Ouest et travaille également pour France 24. Notre dernier rendez-vous sera consacré à la musique et notre artiste de la semaine sera avec nous ce dimanche. C'est Sam Ahwadi qui répond à notre appel. Zangbeto, c'est le titre de son dernier morceau qui est sorti en octobre dernier. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer dès qu'ils sont 13h au Bénin. Vous avez raison, voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, pas de cérémonie d'hommage aux forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur lors de l'attaque terroriste du mercredi 8 janvier 2025. Le projet des confédérations syndicales a été tout simplement étouffé par la police républicaine. On en parle dans un instant avec le secrétaire général de l'UNSTB joint au téléphone. On parlera également de cette sortie du porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Humbedji était face à la presse vendredi dernier. On va voir les images. Plusieurs sujets d'actualité étaient au menu de cette conférence de presse. Attaque terroriste, polémique sur l'éventuel troisième mandat donc de Patrice Talon, tout a été clarifié. Images, reportages, assure également les temps forts de la 8e édition de l'initiative dénommée Tout Cotonou Marche. Elle est organisée par l'ONG Be the Best en collaboration avec la mairie de Cotonou. On démarre avec le point de l'actualité. La bourse du travail, quartier général des centrales et confédérations syndicales était devenue pour la journée d'hier samedi un commissariat de police. Et vous allez comprendre pourquoi les leaders syndicaux avaient prévu une cérémonie d'hommage aux forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur lors de l'attaque terroriste du 8 janvier dernier. Mais contre toute attente, la police a pris siège au sein de la bourse du travail, empêchant la tenue de cette activité. Joint au téléphone, le secrétaire général de l'UNSTB nous explique ici la situation. Apollinaire Afewe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le secrétaire général de l'UNSTB et ensemble avec deux autres confédérations, sur la CSA Bénin et la CGTB, vous avez prévu ce samedi d'organiser une cérémonie d'hommage aux soldats qui sont tombés, disons, au front le 8 janvier dernier à Banikwara. Quel était l'objectif de cette cérémonie? Alors, à travers cette cérémonie, nous poursuivions trois objectifs. Le premier, c'était de rendre hommage à l'ensemble des soldats qui ont sacrifié leur vie dans la défense de la patrie depuis que le phénomène du terrorisme a touché le Bénin en mai 2019. Et particulièrement les 30 derniers qui sont tombés au champ d'honneur le 8 janvier dernier, on visait à leur rendre hommage pour leur bravoure et pour le sacrifice qui a été fait pour la nation.
Le second objectif que nous poursuivions était de témoigner aux forces de défense et de sécurité notre soutien, le soutien des travailleurs, le soutien de la classe ouvrière dans la lutte contre le terrorisme pour laquelle ils sont sur la première ligne. Le troisième objectif que nous poursuivions était d'appeler à l'unité nationale. Parce que pour nous, la situation actuelle de crise que traverse le Bénin est une situation suffisamment grave pour que tous les Béninois puissent se donner la main, que les différentes chapelles politiques puissent taire les divergences et que, comme un seul homme, nous puissions faire face à l'ennemi qui est en train de nous créer des ennuis depuis quelques années. Alors, aux dernières nouvelles, la cérémonie aurait été interdite par les autorités. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce samedi matin à la Bourse du Travail? Alors, nous étions à la Bourse du Travail très tôt, comme nous avions programmé cet hommage pour 7 heures du matin. Nous étions là. Quand, à quelques minutes de 7 heures, nous avons constaté qu'une horde de policiers, n'est-ce pas, a débarqué à la Bourse du Travail. Et l'un des policiers s'était rapproché de nous pour nous informer de ce que l'autorité les a instruits pour empêcher le déroulement de l'hommage, malgré notre insistance. Il n'a pas non plus présenté un document de l'autorité qui interdisait l'activité. Alors, nous nous sommes repliés après échange avec ces policiers-là pour comprendre en réalité ce qui se passait. Nous nous sommes repliés au niveau de nos bureaux et nous avons échangé, nous nous sommes concertés. Et parce que la manifestation pour laquelle nous avions appelé était une manifestation pacifique. Alors, M. Afewe, quelles sont les démarches que vous devriez mener avant de vous lancer dans cette activité? Les démarches n'ont pas été menées? Alors, cette activité est une activité ordinaire ça fait partie des activités ordinaires que nous menons. Ce n'est pas sur la place publique. Et nous avons l'habitude de mener nos activités dans l'enceinte de la Bourse du Travail, que ce soit en salle ou au niveau de la cour, sans évidemment requérir une autorisation. On ne peut pas requérir une autorisation pour quelque chose que vous voulez faire dans votre maison. Et donc, pour nous, il n'y avait pas une démarche, n'est-ce pas, à mener. Et nous pensons d'ailleurs que c'est parce que les uns, les autres, ou bien l'autorité ayant interdit l'activité n'avait pas un fondement, qui n'ont pas pu exhiber, n'est-ce pas, un document pour justifier l'interdiction, n'est-ce pas, de cette activité. Pour nous, c'est purement et simplement une violation de notre droit, de notre liberté d'expression, de notre liberté d'opinion. Voilà, Apollinaire Afewe qui répondait aux questions de Franck Aounou. On en vient maintenant à cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement. Premier sujet évoqué, l'attaque terroriste enregistrée dans le nord du Bénin. Wilfried Léandre Humbedji a apporté des clarifications aux hommes des médias. Les soldats envoyés sur les théâtres d'opération sont selon lui des gens bien aguerris et dotés de la formation requise. Le Bénin continue donc de s'équiper pour davantage contrer le phénomène, a-t-il ajouté au micro de Teddy Goudalo. On va l'écouter. L'armée, étant une institution responsable, envoie sur les théâtres les gens qui sont en capacité d'y aller. Nous ne jouons pas avec le phénomène terroriste, au point d'envoyer des novices qui n'auraient pas de formation et qui n'auraient rien à y faire. Ah non, surtout pas. Et donc, je voudrais que l'on regarde ces choses-là avec beaucoup de responsabilité. Ça fait mal de perdre certains des nôtres. Et dans ces conditions-là, nous aurions tellement aimé ne jamais devoir en perdre parmi eux. Mais nous savons que, parlant de terrorisme, nous sommes proprement dans une situation d'asymétrie, où vous ne savez pas qui vient, à quel moment cette personne arrive, avec quelle logistique.
Et c'est pour ça que nous demandons au commandement, mais aussi à la troupe, d'être encore plus professionnelle, encore plus vigilante. De là à postuler que les assaillants ont tiré pendant 8 heures de temps, pendant 16 heures de temps, comme on a même pu lire, cela sort tout droit, excusez-moi de vous le dire, de l'imagination de certains qui, de mon point de vue, n'ont aucune connaissance de la réalité, aucune prise sur ce qu'il y a. Fort heureusement, nous nous équipons davantage. Nos forces de défense et de sécurité ont de plus en plus les moyens adéquats pour faire face aux périls, quels qu'ils soient, auxquels ils pourraient être confrontés. Ils ont la formation nécessaire et ils ont les effectifs. Vous imaginez que s'il y a eu des échanges de tirs pendant 8 heures, 12 heures, voire 16 heures, vous imaginez ce que cela aurait pu être. Quand ça s'est passé, il y a eu l'envoi de vecteurs aériens. Un de nos hélicoptères, par exemple, s'est élevé dans les airs pour aller voir si ça avait duré 8 heures. Nous aurions eu le bonheur avec notre hélicoptère de faire la razzia dans leur rang. Mais je peux vous dire que le temps que l'hélicoptère arrive, c'était déjà passé. Les intéressés étaient déjà retournés en territoire étranger d'où ils sont venus et assez loin sur ce territoire. Et ce qui n'a pas permis d'avoir le résultat que nous aurions aimé, parce que nous aurions aimé faire davantage de dégâts dans leur rang. Voilà, fait davantage de dégâts dans le rang des terroristes pour protéger l'intégrité du territoire. Le défi reste immense, malgré d'énormes efforts consentis à cet effet. Et autre sujet évoqué par le porte-parole du gouvernement, c'est cette affaire du 3e mandat que Patrice Talon serait en train de préparer. Malgré les assurances, la polémique reste entière. Mais une fois encore, il le dit, Patrice Talon n'a aucune envie de briguer un 3e mandat. On va retrouver le porte-parole, Wilfried Léon-Humbedji. Le milliard de dollars de prêts que nous venons de lever, avec un taux de maturité assez long, de 15 et 16 ans, pour moitié et pour moitié. Cela va servir à quoi? Précisément à renforcer l'œuvre de construction du Bénin moderne, du Bénin de nos rêves. Et vous devez avoir à l'esprit qu'on ne prête qu'aux riches, on ne prête qu'aux gens crédibles et en capacité de rembourser les créances qu'on leur fait. Si nous avons pu lever autant d'argent, et notez que c'est le premier pays africain en 2025 à le faire, on vient de passer les 15 premiers jours de l'année, ça veut dire que nous n'avons pas dormi. Le ministre de l'économie et des finances et ses équipes, ils travaillaient depuis des semaines, des mois en arrière, pour aller sur le marché très tôt en début d'année, lever le financement. Ce financement, ce n'est pas pour aller dans la poche du ministre des Finances, ce n'est pas pour payer les salaires, c'est pour renforcer les bases qui structurent le développement socio-économique de notre pays à travers des infrastructures modernes que nous mettons en place et pour lesquelles la tendance actuelle va se poursuivre. Alors, est-ce que nous sommes en capacité de rembourser? Est-ce que nous n'allons pas créer de nouvelles taxes? Le budget 2025 a été voté par l'Assemblée nationale. Quand vous le parcourez, il n'y a pas de nouvelles taxes créées. On n'a pas augmenté même les taux des taxes et impôts qui existent. Mieux, entre 2016 et aujourd'hui, nous avons réduit le nombre de taxes et autres prélèvements qui existaient au Bénin de 50 à une trentaine maximum aujourd'hui. C'est nous plutôt qui avons fait des efforts pour réduire les taxes, plutôt que d'en créer. Mais par contre, ce qui change, c'est que nous faisons l'effort pour que tous ceux qui doivent payer, tous ceux qui doivent contribuer, puissent le faire. Contrairement à avant, où la grande majorité de ceux qui devraient payer ne le faisaient pas. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez sans doute compris, vous avez certainement compris, Wilfried Léon-Humbedji s'est prononcé donc justement sur l'actualité relative au marché financier international, le Bénin, qui a inauguré l'année 2025 avec la levée d'1 milliard de dollars. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur les retombées donc de cette opération majeure qui fait du Bénin le premier émetteur souverain africain de l'année 2025. On va revenir maintenant sur ce sujet qui fait encore polémique. Patrice Talon sera-t-il candidat en 2026?
Wilfried Léon Humbedji l'avait dit et il a dit encore, donc à la faveur de cette conférence de presse qu'il a animée vendredi dernier, le chef de l'État Patrice Talon n'a aucune envie de briguer un troisième mandat. Les assurances ont été une fois encore données. On va suivre Wilfried Léon Humbedji. La Constitution qui interdit à un président de la République au Bénin de faire plus de 2 mandats de sa vie, cette Constitution, elle est toujours en vigueur. Les textes de loi sont les mêmes, les hommes, ils sont les mêmes. Le président Talon n'a aucune envie de prolonger d'1 jour son bail à la tête du pays. Il n'a aucune envie de tripatouiller la Constitution pour se maintenir, même si, je vous l'avais dit et je le constate aujourd'hui, même si il est et il sera de plus en plus populaire d'ici à la fin de son second quinquennat. Pour le président de la République, autre chose aujourd'hui, c'est prolonger la dynamique en réussissant encore ce qu'il y a à faire d'ici les 16 prochains mois, et c'est surtout pouvoir proposer aux Béninois, dans 16 mois, une alternative pour prolonger cette belle dynamique qui produit autant de résultats, avec l'espoir que les Béninois y adhéreront et ratifieront le choix que la dynamique actuelle leur proposera pour qu'elle s'amplifie année après année. Ce ne sera pas de perdre notre temps autour d'un éventuel nouveau 1er ou 3e mandat du président Talon. Ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas dans nos plans. Concentrons-nous sur l'œuvre de développement du Bénin. Et j'ai dit tout à l'heure qu'aucun de nous, le président de la République en premier le dit, aucun de nous n'est indispensable longtemps. D'ailleurs, il ajoute, si je ne suis pas capable de partir et de voir faire mes successeurs, c'est que j'aurais échoué. Voilà, Patrice Talon n'a aucune envie de briguer un 3e mandat, parole du porte-parole du gouvernement. Sport à présent, et c'est le dernier sujet de point de l'actualité. L'ONG Be The Best, en collaboration avec la mairie de Cotonou, a organisé ce samedi la 8e édition de l'initiative dénommée Tout Cotonou Marche. Il s'agit d'une activité sportive trimestrielle qui vise essentiellement le bien-être et la santé de toute la population de Cotonou. Le premier numéro de cette année 2025 s'est déroulé sur une distance de 6 km. Regardez. 7h00 à la place de l'Indépendance. L'ONG Be The Best et les Cotonois présents au point de départ de cette 8e édition de Tout Cotonou Marche prennent d'assaut quelques artères de la ville capitale économique du Bénin. Près d'une 50aine de participants jeunes comme les personnes âgées, sans oublier celles en situation de handicap, entament ainsi la parade sportive de la matinée de ce samedi. Si le principal message que véhicule ici l'ONG Be The Best est l'importance de la marche sur la santé des populations, les participants en sont bien conscients. Ce qui explique clairement leur présence, toute la rigueur mise dans la marche. Chacun est allé à son rythme pour en arriver à arpenter les 6 km de ce acte 8. Ceci de la place de l'Indépendance à la place de l'Amazone, en passant par le jardin Mathieu. Nous savons tous que le sport c'est la santé. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. En faisant le sport, en prenant cette tenue de sport et quand on marche, c'est déjà le médicament se donne et on est en bonne santé tout le temps. L'ambiance était très bonne. Nous avons beaucoup d'admiration et de félicitations pour les coachs, les encadreurs, etc. Nous avons constaté aujourd'hui que toutes les couches sociales de la commune de Cotonou ont pris part à cette marche-là, notamment les personnes âgées, les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes handicapées. La 8e édition de Tout Cotonou Marche est la première activité de l'ONG Be The Best au cours de cette année 2025. Elle vient lancer les hostilités de la prochaine édition du marathon Be The Best de Cotonou prévu se tenir au mois de février. Le marathon Be The Best de Cotonou, donc, qui est à sa 4e édition, qui propose aux habitants déjà des compétitions, le 42 km, le semi-marathon 21 km, le 10 km course, 5 km course, la marche de 21 km, la marche de 10 km, la marche de 5 km. Un grand rendez-vous sportif auquel Be The Best invite les populations, particulièrement celles de Cotonou, à sortir massivement pour y participer. Par ailleurs, les 14 premiers participants qui sont venus à l'heure pour le rendez-vous de cette 8e édition de Tout Cotonou Marche sont gratifiés de tickets leur donnant accès au village du marathon Be The Best
au mois de février. C'était le dernier sujet du point de l'actualité. On entame maintenant la deuxième partie de ce rendez-vous. Premier sujet de discussion, la décision d'interdiction d'importation de la volaille au Bénin. On va en parler avec un consultant en élevage. Il s'agit de Bonaventure Camille Azomarou qui vient de s'installer. On va le retrouver dans quelques secondes. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier. Le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans Rovec, oui, ouais, dans ton. Il y a aussi un village, Boa Kouton, sans tanga. Le 31 décembre 2024, c'est la date retenue pour l'entrée en vigueur de la décision interdisant l'importation des produits de volaille au Bénin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a annoncé la mesure il y a quelques mois pour le bonheur des acteurs de la filière avicole et sans doute pour l'économie béninoise à la date de ce dimanche 19 janvier 2025. Où en est-on concrètement? Quelle est la portée de cette décision gouvernementale? C'est un consultant en élevage donc, qui est avec nous pour nous permettre de comprendre un peu cette décision. Monsieur Camille Bonaventure Azomarou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. Alors pour vous, qu'est-ce qui peut motiver justement cette décision du gouvernement? Je vous remercie, chers journalistes, pour le travail que vous faites. Et vous faites tout d'être véritablement dans l'actualité. Parce que c'est quelque chose qui agite l'opinion publique depuis plusieurs mois. Les motivations du gouvernement sont claires. 1. Depuis 2003, les gouvernements qui se sont succédés ont montré leur volonté et ont accepté d'ailleurs de mettre fin à l'importation des viandes de volaille congelées, que dis-je, de tous les produits avicoles. Parce que ça crée des soucis à l'économie. Nous allons rentrer dans le vif tout à l'heure avec des détails, mais jamais cela ne s'est fait parce que les puissantes lobbies des importateurs et de leurs collaborateurs cadres de l'administration publique qui se vouent à leur service trouvent toujours des raisons de reporter. Et donc, actuellement, depuis 2017, d'abord dans un premier temps, lorsque j'étais encore secrétaire permanent de l'interprofession de l'aviculture du Bénin, on avait rencontré le chef de l'État actuel, qui aussi a affirmé sa volonté. Il est au cœur et très bien informé des désagréments que cela cause, à savoir, 1. Par rapport aux acteurs de la filière, ils peinent à valoriser véritablement leurs investissements. Ils peinent à accomplir leur noble mission qui est de produire des protéines à nos populations, notamment de la viande blanche. Pendant ce temps, nous formons des centaines de diplômés qui sortent de nos lycées et collèges d'enseignement agricole chaque année. Des centaines qui sortent de nos universités, notamment de l'EPAC, de la FSA et même de l'extérieur. Des dizaines de vétérinaires et zootechniciens qui sortent. Et ceux-là sont versés dans le chômage. Troisièmement, c'est une filière, la filière avicole, qui recèle de beaucoup de niches d'opportunités et de création de richesses. On va voir les détails tout à l'heure. Et on en est véritablement conscient, mais on ne fait rien. Et
le dernier élément qui pourrait justifier davantage, c'est que, par habitude, ce qui est importé au Bénin, près de 85% sont renvoyés dans de la contrebande au Nigeria. Et le Nigeria a commencé par fermer ses portes à cela. Et l'actuel président de la République, même son prédécesseur, avait martelé: Bénin, ne m'envoyez plus ce que vous importez. Produisez, nous allons consommer. On va dire que ce sont les motivations. Ce sont les motivations. Donc quand on met tous ces éléments ensemble, on doit pouvoir donner raison à l'actuel gouvernement qui a annoncé pour une fois publiquement qu'il va mettre fin à cette activité d'importation des viandes congelées, notamment des viandes de volaille. D'accord. Une fois d'annoncer, mais la pratique sur le terrain, on va en parler. Mais quel est le visage que présente aujourd'hui le marché de consommation des produits de volaille? Aujourd'hui, grâce aux acteurs qui ont commencé par innover, parce qu'on leur ressasse tout le temps, est-ce que vous pourriez offrir les produits de qualité qu'il faut à nos populations? Et donc, ils ont commencé dans un travail de fourmi des années durant, une décennie, voire une douzaine d'années, à se préparer. Et donc, ils offrent de plus en plus des produits à nos consommateurs et certains commencent par faire la différence entre ce qui est produit au Bénin et ce qui est importé. Et là, j'ouvre un coin de voile pour vous informer que ce qui est importé là, près de 70%, ce ne sont véritablement pas des poulets de chair. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Je suis sûr que vous et beaucoup de Béninois ne le savent pas parce qu'on dit poulet importé. Non. Il s'agit tout simplement de poules de reforme, ou du moins de volailles de reforme, c'est-à-dire qui ont pondu des œufs pendant 1 an. On a relancé la ponte à la faveur de ce que nous appelons la mue artificielle. Et ça a pondu encore 6 à 9 mois. Donc, vidé de tout. Ce n'est plus une viande qui apporte les nutriments que recherche l'organisme véritablement. Ça, c'est un. Pourtant, les Béninois raffolent. Oui, parce que c'est moins cher. Oui. C'est ce qu'on vous dit là. C'est moins cher. Oui. Donc, le challenge pour les acteurs de la filière a été de travailler à ce que le coût de production soit le plus bas possible, le plus raisonnable possible, le plus proche possible de ce qui est importé, même si ce n'est pas le même produit. Et cela, ça a été fait. Et je le dis devant caméra, devant vous, aujourd'hui, que malgré cette qualité de ce qui est importé et ce qui est produit ici, là, l'écart aujourd'hui, c'est 200 francs maximum, 300 francs. Il y a même des produits où c'est à égal coût. Alors, pourquoi continuer d'encourager l'importation? Un poulet congelé, ça tourne autour de 1000, 1200. Mais quand vous prenez un poulet, on va dire, produit localement, c'est pratiquement le double donc, du prix. Non, je vais rectifier. Oui. Vous ne trouverez plus de poulet importé aujourd'hui là. Poulet entre griffes, je dis toujours en griffes parce que ce n'est pas du poulet. Je vous ai expliqué de quoi il s'agit. Okay, mais malgré ça, vous ne trouverez plus 1200 ni 1500. Je l'ai dit ouvertement à certains acteurs de l'économie qui animent la vie de l'économie nationale en face la fois dernière et je leur ai sorti les éléments de preuve. Et moi, je vous le recommande, vous pouvez faire le tour des poissonneries de Cotonou. Aujourd'hui, vous avez ce qui est importé là, vous en avez au bas mot entre 2300 et 2500. La seule petite différence, c'est que c'est du 1,2 kg que vous avez. Mais dans le même temps, nous, sans faire de découpe, ce que nos acteurs font aujourd'hui, vous avez 2500, 1 kg plein. Où est la différence? D'accord. Dites-moi. Et donc, il ne faut pas que les gens continuent. C'est les lobbies puissantes de nos importateurs qui agitent ces informations totalement erronées. Et il est loisible et facile à tout citoyen d'aller faire un petit tour pour constater que ce qui est dit là, ce n'est pas réel. D'accord. Quel pourrait être, on va dire, l'impact de cette mesure, justement, sur la filière? Comment booster, justement, la filière avicole? Sur la filière avicole, disons plutôt sur l'économie nationale. Nous allons faire un petit exercice presque arithmétique, s'il vous plaît. Pour produire 1 tonne de viande de volaille, on a besoin d'un employé au moins sur ferme. Tant que vous en produisez en permanence un employé. Ça, c'est celui qui s'en occupe directement. Mais autour de celui-là, vous avez le manager là-bas. Vous avez
le vétérinaire qui intervient. Vous avez celui qui fabrique l'aliment à donner à ces animaux-là. Vous avez celui qui met les vaccins et autres produits à disposition, c'est-à-dire les autres intrants biologiques à disposition pour véritablement produire. Vous avez celui qui s'occupe de tout ce qui est aspect sanitaire et autres. Toute une chaîne. Toute une chaîne. Voilà. Et donc, vous avez au minimum 5 personnes auxquelles vous donnez de l'emploi. Mieux, oui. Indirectement. Vous avez le transporteur. Vous avez ceux qui font ce que nous appelons les tourteaux de coton, qui entrent dans l'alimentation de la volaille. Vous avez ceux qui font du soja et les tourteaux de soja. Vous avez ceux qui font le maïs. Vous avez même les artisans qui travaillent sur le matériel et l'équipement de ces volailles-là. Quand vous mettez tout ça là ensemble, le choix, il est tout fait pour un gouvernement qui veut construire, bâtir une économie forte, résiliente et durable, de dire non. Commençons par ne plus donner de la matière, donner de l'emploi à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur. Et cela, ça crée de la richesse. Vous voyez, tous les maillons que j'ai cités, tous les segments que j'ai cités, ça donne de l'argent. Les produits importés n'apportent rien à l'économie nationale. Ce que cela apporte, c'est les recettes toutes fraîches de douane que ça apporte. Or, au-delà des problèmes que je viens de citer, que ça va contribuer à résoudre le plan national, c'est que, en dehors des producteurs directs, tous les autres qui animent la filière payent des impôts. Et plus nous allons augmenter les quantités, que les impôts seront encore plus lourds à payer, c'est-à-dire plus importants à payer. Et vous avez des transformateurs, des gens qui mettent... on va faire un peu le tour, j'ai parlé de chiffres là. Aujourd'hui, dans la préparation de cette échéance, vous allez compter au moins 4 mini-abattoirs d'une capacité d'abattage de 4000 poulets l'heure. Pas l'heure, le jour. Au moins. Mais si ces abattoirs fonctionnent, pour le moment c'est un seul qui fonctionne, compte tenu de la situation qui perdure. Mais si tous ces abattoirs fonctionnent, c'est beaucoup d'emplois qui sont là. C'est des impôts qu'ils vont payer. Et le reste qui va suivre. Quel va être le coût pour le consommateur, justement? Le coût pour le consommateur... C'est vrai, il faut encourager la production locale et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la politique donc, que vous décrivez, le consommateur final, quel va être donc le prix à payer? Il ne paye aucun prix. Mieux, quand nous parlons de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, vous et moi, nous savons très bien qu'il s'agit de connaître ce que nous mangeons, ce que nous avalons, et que cela ne crée pas de désordre dans notre organisme. Je ne dis pas que ce qui est importé crée de désordre. Je n'ai pas sorti les preuves scientifiques. On suppose mais je peux tout au moins dire... On suppose que tous les produits qui sont rentrés ou qui entrent dans le pays sont contrôlés par des structures étatiques, donc habilitées à nous dire ce que vous consommez est bon pour la santé. Si aujourd'hui on commence pas à mettre en cause l'importation de ces produits, oui, ça veut dire qu'il y a quelque part où quelque chose ne... Je vous vois venir. Oui. Vous savez, à l'arrivée au port, le contrôle va montrer que c'est bien. Automatiquement. Oui, ça va montrer que c'est bien. D'accord. A priori. D'accord. Mais dès lors que ça sort de là, qui contrôle la chaîne de froid? Les conditions de conservation. D'abord, pour transporter ça, camion frigorifique. Ensuite, ça va en chambre froide. Et ensuite, ça ne devait pas rester sur des étalages comme ça. Mais vous amenez des produits qui sont à des températures en dessous de 0 degré. Et quelques heures après, ou quelques jours après, vous les trouvez sur des étalages à 33 degrés. Mais ça, c'est un gros souci pour la santé. C'est un très gros souci pour la santé. Donc, le consommateur gagne cela gratuitement, d'abord. Deuxièmement, pour manger de la bonne viande, que ce soit poulet bicyclette ou poulet de chair produit chez nous, bonne pintade produit chez nous, c'est que cela puisse vous donner tout ce que une viande doit donner à votre corps. Et là, le choix, il est direct. Je vous l'ai démontré tout à l'heure. C'est le consommateur qui gagne ça. Et si on me dit de faire un petit effort de 100 francs, de 200, maximum 300 francs, pour avoir quelque chose que je maîtrise, quelque chose dont je suis sûr que ça ne me créera pas d'ennui à moyen ou à long terme, je choisis cela tout simplement. Parce que si ça doit
me créer des problèmes, ce n'est plus 200 francs, 300 francs ou 500 francs que je sors. D'accord. On en convient. Au lieu d'interdire l'importation, le gouvernement peut, par exemple, augmenter donc on va dire, les droits de douane. Cela pourra permettre d'équilibrer donc la concurrence sur le terrain. Non? Et là, vous donnez donc le choix aux consommateurs de manger donc ce qu'ils veulent. Vous voyez, je veux dire que vous êtes un expert et que vous êtes très bien informé. Au fait, nous, on n'a pas dit au gouvernement d'interdire subitement et totalement. Ça reste une option. Je vous donne des exemples. La capacité de production locale, elle n'est pas... Non, cet argument, moi, je le bats souvent en brèche. Ah bon? Oui. Pourquoi? Oui. Nous sommes dans du cycle court. D'accord. Il faut 35 à 42, 45 jours au plus pour produire du poulet. Donc, si il y a un problème, tout de suite, que ce qui est importé arrive, quelques mois, on en aura à suffisance. Pourquoi? Parce que la ressource humaine pour le faire existe désormais. Des investisseurs ont montré leur bonne volonté pour le faire. Et des gens, je vous le souffle, depuis l'annonce de cette décision, des gens ont mis en place des infrastructures et n'attendent que la décision soit actée pour commencer par produire. Et c'est des capacités énormes. Je suis bien placé pour vous le dire. J'ai été le secrétaire permanent de l'interprofession jusqu'en juillet 2023 tout près. Et après, je suis consultant en élevage, mais beaucoup plus dans la filière avicole. Je sais de quoi je parle. On sait très bien qu'en moyenne, le Bénin importe près de 100 000 tonnes de produits à base de volailles chaque année en provenance donc de l'Europe et du Brésil principalement. 100 000 tonnes donc, de produits à base de la volaille. Est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, malgré les dispositions dont vous parlez, les producteurs, les acteurs locaux sont en mesure de combler ce gap? J'allais en arriver là, j'étais en train de vous répondre là-dessus d'ailleurs, vous êtes très bien informé, je sais. Oui. J'ai dit tout à l'heure que près de 80% de ce qui est importé c'est renvoyé au Nigeria. Oui. Donc, dans un premier temps, les acteurs doivent se concentrer à produire ce qui va suffire au Bénin, aux Béninois. Oui. Dans un second temps, c'est de produire pour avoir de l'excédent à envoyer au Nigeria parce que c'est une mine d'or, parce que ça va ramener beaucoup d'argent, c'est beaucoup de business. Et je vous donne raison que tout est dans l'approche. Donc c'est ce qu'il fallait faire avant peut-être d'annoncer... Non, pas du tout. Je vous réponds tout de suite. Oui. Quand vous prenez le Cameroun, rien qu'au nom des aspects sanitaires que j'ai évoqués tout de suite, j'ai été là-bas, j'ai fait un voyage d'études là-dessus. Ils ont fait l'interdiction pure et dure. Mais cela a exigé du gouvernement de mettre en place un fonds pour accompagner les acteurs à industrialiser la production tout de suite. Et en 1 an, 2 ans, c'est réglé. Il y a l'option pour la Côte d'Ivoire, Sénégal et consorts d'aller progressivement. Surtout pour la Côte d'Ivoire et d'autres pays, c'est plutôt de taxer, de mettre des redevances comme vous l'avez dit. Oui. Et progressivement, ça commence par se réduire. Ils ont même créé un fonds spécial de développement de la filière avicole avec cela. Nous, on ne refuse pas qu'on aille sur ce terrain. Mais ce qui fait peur actuellement aux gens, et ça je vais le dire, et je souhaiterais que dans mon mot de conclusion, vous m'accordiez quelques secondes pour un cri de cœur à l'endroit du président de la République. D'accord. C'est important. Est-ce que donc, on peut aller comme la Côte d'Ivoire est en train d'aller. Mettre des redevances, créer un fonds spécial de développement de la filière avec, et les acteurs sont allés jusqu'à proposer aux importateurs que vous avez du matériel de distribution déjà, chambre froide et consorts. On a la production, on a des coopératives, on a des abattoirs. Entendons-nous, nous allons produire, stocker dans vos chambres froides, vous allez aider à distribuer parce que c'est déjà votre métier. Mais ça ne passe pas encore. Et donc, si c'est fait de façon progressive, c'est tant mieux. On a mis des taxes à moyen terme, ça va décourager l'importation parce que si vous allez dépenser plus pour acheter ce qui est importé ou à égalité pour ce qui est importé que vous ne maîtrisez pas, vous allez commencer progressivement par opter pour ce qui est produit localement. Donc, nous, on ne refuse pas. Mais ce qui fait peur actuellement aux gens, et même les investisseurs qui ont été suscités et qui ont commencé par mettre en place des infrastructures, ça je vous le confesse, ont commencé par mettre le pied sur le frein, c'est que nous avons appris que la décision veut être reportée. Ah, nous avons appris ça d'une source
bien informés. Et c'est ça qui fait, monsieur le journaliste, que depuis le 31 janvier, là, plus personne ne dit plus rien. Et on se regarde. Parce que les puissances de ces importateurs sont à l'œuvre. Et ceux qui sont leurs amis dans l'administration sont à l'œuvre. Et vous savez, ils sont même dans les grands partis politiques aujourd'hui. Ça, je vous le dis. Ah oui, ça m'engage. On les connaît. Je n'évoque pas de nom. Mais on les voit, on sait. Donc, ils sont en position de vite souffler quelque chose dans les oreilles du chef que nous autres. Et s'il y a de la déformation de l'information, et s'il y a de l'intoxication, s'il y a des informations tendancieuses qui satisfont seulement à leur desiderata, vous comprenez que ça va traîner. Et donc, les acteurs ont hâte que la décision soit actée. Pas forcément que pour créer de la mort subite, mais l'approche, il est loisible au gouvernement de pouvoir trouver l'approche là pour que cela commence. Ne pas le faire écorche l'image du pays parce que c'est annoncé. Et beaucoup de gens le savent, des investisseurs internationaux ont commencé par mettre des choses en place, des initiatives pour pouvoir aller dans ce sens-là et aider les producteurs à produire davantage, créer des emplois, créer de la richesse. Mais on commence pour des raisons infondées, pas dire « Oh, les acteurs ne sont pas prêts, ils ne sont pas totalement prêts ». C'est faux, c'est archi faux. Les ressources pour faire existent, il suffit de rentrer dans l'approche adéquate. D'accord, on va finir justement avec votre mot de fin. Vous avez parlé de cri de cœur à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon qui sans doute nous suit en ce moment. On y va. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, les Béninois ont pris l'habitude de croire en vous désormais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Parce que vous affichez une fermeté, parce que vous affichez une vision. Et au bout du rouleau, on voit les résultats. Cette affaire d'importation, depuis 2003, a fait des vagues. Et chaque gouvernement a toujours promis sans faire. Le vôtre, quand l'annonce a été faite, par votre gouvernement notamment, par le ministre en charge de l'agriculture, cela a été applaudi. Et des opérateurs ont commencé par mobiliser de l'investissement, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, parce qu'ils y ont cru, connaissant votre mode opératoire. Je voudrais, je ne suis peut-être pas grande chose dans la République, mais je suis un serviteur comme tout autre, de la filière et du sous-secteur élevage que je veux voir s'éclore pour le bonheur des consommateurs. Je voudrais que vous teniez bon comme d'habitude, que vous ayez la fermeté qu'il faut. Et s'il y a des incompréhensions, les acteurs sont prêts à toute rencontre avec vous-même ou avec votre ministre, comme on le fait déjà, et avec le gouvernement pour apporter les éléments qui rassurent. Je vous remercie. D'accord. Message sans doute entendu par le chef de l'État Patrice Talon. En tout cas, merci à vous, M. Bonaventure Camille Azomarou, consultant en élevage. Merci pour ces explications. On va espérer, c'est moi qui vous remercie. On va espérer que la mesure annoncée par le ministre donc, soit effectivement mise en application pour le bonheur des acteurs de la filière et de l'économie nationale. Très bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous également et aux amis téléspectateurs. Merci. Mesdames et messieurs, dans la suite de cette émission, on va parler sécurité dans la sous-région. Serge Daniel est notre prochain invité sur ce plateau. Il est le correspondant régional de RFI en Afrique de l'Ouest et travaille également pour l'AFP et France 24. On va l'installer avec la revue de presse hebdomadaire de Ashongmo Kani Ashongmo. À toutes et à tous, bonjour. C'est la revue de presse hebdomadaire. L'économiste du Bénin annonçait que le pays mobilisait $1 milliard US sur les marchés internationaux dans le cadre de la nouvelle émission obligataire internationale Confirmation de Bénin intelligent. Le Bénin réussit à mobiliser $1 milliard. La nation plongeait dans un bref détail et relevait que c'est une souscription cette fois supérieure au montant recherché. Telle est la prouesse réalisée cette fois encore par le Bénin en levant $1 milliard US lors des 2 transactions simultanées sur les marchés internationaux.
Le Bénin s'impose comme le premier émetteur souverain d'Afrique de l'année 2025.